Imaginez que vous ayez un compte en banque qui rivalise avec le PIB d'un petit pays. Telle est la réalité de Donald Trump, qui dispose d'une fortune colossale de 10 milliards de dollars. Trump a un sérieux besoin de vitesse et de style. Sa collection de voitures fait rêver avec une Rolls-Royce Phantom, une Mercedes-Benz SLR McLaren et une Ferrari F430F, un coupe. Et lorsqu'il doit s'envoler, Trump Force One est prêt à l'emmener dans le luxe. Mais il n'y a pas que les roues et les ailes. Trump a aussi un penchant pour les palaces. Son portefeuille immobilier est rempli de propriétés somptueuses, de Mar-a-Lago à la Trump Tower. Et puis, il y a les yachts, car qu'est-ce qu'un milliardaire sans un ou deux bateaux de luxe? Les dépenses immobilières de Trump. L'autorité de Donald Trump dans le monde des entreprises immobilières, prospères et de la richesse ne peut être surestimée. Avant de se lancer dans la politique et de devenir 2 fois président élu des États-Unis, Donald Trump a bâti un empire commercial suffisamment vaste pour atteindre une fortune de 10 milliards de dollars. Trump était déjà un titan de la richesse, connu pour son style de vie somptueux et son portefeuille immobilier époustouflant. Du vaste Trump National Doral Golf Club à Miami, un paradis pour les golfeurs, au domaine historique de Mar-a-Lago en Floride, un exemple d'exclusivité pour l'élite, les propriétés de Trump ne sont rien moins que sensationnelles et elles atteignent la somme stupéfiante de 900 millions de dollars. Le Trump National Doral Golf Club respire le luxe et la sophistication au cœur de Miami, en Floride. Cette propriété emblématique, qui s'étend sur plus de 200 hectares, témoigne de la passion de Donald Trump pour le golf et de son sens de l'opulence. L'histoire de ce magnifique domaine a commencé en 22 ans, lorsque Trump a acquis ce qui était connu sous le nom de Doral Golf Resort and Spa pour la somme faramineuse de 150 millions de dollars. Cette acquisition a marqué un ajout important au portefeuille immobilier déjà impressionnant de Trump, consolidant son statut de magnate de l'immobilier, ayant un penchant pour la grandeur. Le Trump National Doral Golf Club n'était pas un simple achat, c'était une vision qui prenait vie. En 26 ans, le domaine a fait l'objet d'une rénovation massive de 250 millions de dollars, inaugurée par la fille de Trump, Ivanka Trump. Cette transformation n'était pas simplement cosmétique. Il s'agissait d'une refonte complète qui a élevé la propriété à de nouveaux sommets de luxe et de sophistication. La rénovation comprenait l'ajout d'installations ultramodernes, ce qui a permis à l'établissement de rester une destination de choix pour les touristes et les voyageurs d'affaires. Les chambres du Trump National Doral Golf Club sont l'incarnation de l'élégance et du confort. Avec ses 643 chambres, le complexe offre une variété de logements pour répondre aux besoins de chaque client. Les options les plus luxueuses comprennent 27 suites principales et 2 suites présidentielles, toutes conçues avec une attention méticuleuse aux détails. Les chambres sont ornées de linge fin, d'un mobilier luxueux et d'équipements modernes, offrant aux clients une retraite sereine et indulgente. Pour ceux qui recherchent une expérience unique, le complexe propose également 48 suites spa, où les clients peuvent bénéficier de soins de beauté et de bien-être dans le confort de leur chambre. Le Trump National Doral Golf Club n'est pas seulement un lieu de séjour, c'est aussi une destination pour des événements inoubliables. Le complexe dispose de plus de 100 000 mètres carrés d'espace événementiel, ce qui en fait l'un des plus grands sites de Miami. Le point fort de ces espaces est la Donald J. Trump Grand Ballroom, une magnifique salle de 24 000 pieds carrés ornée de plafonds en crayon et de lustres en cristal. Cette salle de bal opulente est le cadre idéal pour les mariages, les événements d'entreprise et les grandes célébrations, offrant une toile de fond d'une élégance et d'une sophistication pure. Outre la grande salle de bal, le complexe dispose de 5 salles de bal étincelantes, chacune conçue pour accueillir des événements de taille et de styles différents. Qu'il s'agisse d'une réunion intime ou d'une conférence de grande envergure, le Trump National Doral Golf Club offre le cadre idéal pour toutes les occasions. Les espaces événementiels du complexe sont complétés par une équipe de planificateurs d'événements et de professionnels de la restauration expérimentés qui veillent à ce que chaque détail soit parfaitement exécuté. Bien entendu, aucune visite au Trump National Doral Golf Club ne serait complète sans l'expérience de ces parcours de golf de renommée mondiale. Le complexe abrite 4 parcours de championnat, chacun offrant une expérience unique et stimulante pour les golfeurs de tout niveau. Les parcours Red Tiger, Golden Palm, Silver Fox et Blue Monster sont réputés pour leurs greens méticuleusement entretenus et leurs paysages époustouflants. Le Blue Monster en particulier est réputé pour sa difficulté, attirant des golfeurs professionnels et des célébrités, dont le légendaire Tiger Woods. Le Trump National Doral Golf Club a une riche histoire en matière d'accueil de tournois de golf prestigieux, notamment les championnats du monde de golf. Mar-a-Lago, symbole emblématique de l'opulence et de l'exclusivité, est niché dans le paradis ensoleillé de Palm Beach, en Floride. Ce domaine historique, avec sa riche tapisserie d'histoires et de grandeur, est depuis longtemps un symbole de luxe et de rencontres d'élite.
Le parcours de Mar-a-Lago entre les mains de Donald Trump est une histoire d'ambition et de vision, qu'il a transformé en l'un des clubs privés les plus exclusifs au monde. L'histoire de Mar-a-Lago remonte aux années 1920, lorsqu'il a été construit par Marjorie Merriweather Post, l'héritière de la fortune des céréales Post. Conçu par l'architecte Marion Sims Wythe et l'architecte d'intérieur Joseph Urban, le domaine devait servir de retraite hivernale à Madame Post et à sa famille. Le nom Mar-a-Lago, qui signifie « de la mer au lac » en espagnol, reflète son emplacement unique qui s'étend de l'océan Atlantique à la voie navigable intracostale. Le domaine de style néo-méditerranéen présente des détails architecturaux complexes, notamment des pierres ornées, des plafonds peints à la main et un mobilier opulent. En 1985, après des années de négociations et de tentatives d'acquisition, Donald Trump a finalement acheté Mar-a-Lago pour 8 millions de dollars. Cette acquisition comprenait le domaine et tout son contenu, une affaire remarquable pour l'une des propriétés les plus somptueuses de Palm Beach. À l'époque, l'achat a été perçu comme un geste audacieux, mais pour Trump, il s'agissait d'un investissement stratégique dans l'immobilier de luxe. Selon Forbes, la valeur de la propriété a grimpé à 160 millions de dollars en 28, soulignant l'astuce de l'acquisition de Trump. Confronté à des difficultés financières au début des années 1990, Donald Trump a pris la décision cruciale de transformer Mar-a-Lago en club privé. Il s'agissait non seulement d'une stratégie financière, mais aussi d'un moyen de préserver la grandeur du domaine, tout en partageant sa beauté avec quelques privilégiés. La transformation a impliqué une restauration somptueuse, coûtant des millions de dollars, qui a permis d'ajouter des équipements modernes, tout en conservant le charme historique du domaine. La rénovation comprenait l'ajout de 2 piscines, d'un salon de beauté, d'un spa et d'une salle de bal de 22 000 pieds carrés. Le goût exquis de Trump pour les demeures palatiales s'exprime également dans ses propriétés, notamment dans le domaine de Bedminster dans le New Jersey. Cet édifice, acquis en 2002, coûte 35 millions de dollars. Le domaine est situé à 40 miles à l'est de la ville de New York. Le magnate des affaires a acquis la propriété et l'a transformée d'une maison privée en une destination de golf de premier plan. Parmi ses autres résidences, citons le MacLeod House and Lodge en Écosse, sa maison en Floride, le Virginia Vineyard et le Westchester Estate. Si les goûts de Donald Trump en matière d'immobilier semblent plus grands que nature, ils ne représentent qu'une infime partie de ses autres biens de luxe. Le style de vie haut de gamme du président élu représente l'apogée du rêve américain et un avant-goût du pouvoir politique. Développer sa carrière politique. Trump est passé du statut de magnat de l'immobilier à celui de star de la télé-réalité, pour finalement accéder à la plus haute fonction du pays. Son parcours politique est loin d'être conventionnel, marqué par des déclarations audacieuses, des théories controversées et un flair pour le drame. Les années 1980 ont été une décennie d'excès et d'ambition, et Donald Trump n'y est pas étranger. En tant que magnate de l'immobilier ayant un penchant pour les feux de la rampe, il commence à flirter avec l'idée d'une carrière politique. Sa personnalité plus grande que nature et sa réussite en affaires l'ont rendu célèbre, et on l'a souvent vu côtoyer des personnalités influentes de la politique et du monde du spectacle. À cette époque, M. Trump commence à évoquer publiquement la possibilité de se présenter aux élections, une idée que beaucoup considèrent comme un coup de publicité. En 1987, Trump a franchi une étape importante en plaçant des annonces pleine page dans de grands journaux, dont le New York Times, le Washington Post et le Boston Globe. Ces annonces, qui ont coûté près de 100 000 $, n'étaient pas des promotions commerciales classiques. Il s'agissait plutôt de lettres ouvertes au peuple américain, exprimant les opinions de M. Trump sur la politique étrangère et critiquant l'approche des États-Unis en matière de relations internationales. Cette initiative audacieuse a suscité des spéculations sur ses ambitions politiques, bien que M. Trump soit resté timide sur ses intentions. Au cours des années 90, l'intérêt de Trump pour la politique persiste. En 1999, il prend une décision décisive en changeant son inscription électorale pour le Reform Party, une organisation politique fondée par Ross Perot. Ce changement indique qu'il envisage plus sérieusement de se présenter à l'élection présidentielle, et Trump crée un comité exploratoire pour évaluer la faisabilité de sa candidature. Le Parti de la Réforme, qui met l'accent sur la réforme économique et la responsabilité du gouvernement, semble correspondre aux vues de Donald Trump, qui commence à envisager la possibilité de se présenter comme son candidat aux élections de 2000. Au cours de cette période, M. Trump a publié un livre intitulé « The America We Deserve », l'Amérique que nous méritons, dans lequel il expose sa philosophie politique. Ce livre présente M. Trump comme une personnalité socialement libérale, mais économiquement conservatrice, qui défend des politiques qui deviendront plus tard au cœur de sa campagne présidentielle. Dans « L'Amérique que nous méritons », M. Trump aborde des questions telles que les soins de santé, l'éducation et la sécurité nationale, en proposant des solutions qui reflètent son approche de la résolution des problèmes
axé sur les affaires. Malgré le travail préparatoire effectué par son comité exploratoire et la publication de son livre, Donald Trump a finalement décidé de ne pas se présenter à l'élection de 2000. À l'aube du nouveau millénaire, Donald Trump continue d'être un personnage important aux yeux du public, tirant parti de sa réussite en affaires et de son sens des médias pour maintenir un profil élevé. Dans les années 2000, Trump a étendu sa marque au-delà de l'immobilier, notamment avec le lancement de l'émission de télé-réalité The Apprentice en 2004. L'émission a connu un succès retentissant, renforçant encore la notoriété de Trump et introduisant son slogan « You're fired » et « Vous êtes viré » dans le lexique culturel. Cette période de visibilité accrue a jeté les bases de ses futures ambitions politiques. À l'aube du nouveau millénaire, Donald Trump continue d'occuper une place prépondérante dans l'opinion publique, tirant parti de sa réussite en affaires et de son sens des médias pour se maintenir à un niveau élevé. Dans les années 2000, Donald Trump a étendu sa marque au-delà de l'immobilier, notamment avec le lancement de l'émission de télé-réalité The Apprentice en 2004. L'émission a connu un succès retentissant, renforçant encore le statut de Trump en tant que personne connue de tous et introduisant sa phrase d'accroche « You're fired », vous êtes viré, dans le lexique culturel. Cette période de visibilité accrue a jeté les bases de ses futures ambitions politiques. Les penchants politiques de Donald Trump ont commencé à se préciser lorsqu'il a réintégré le Parti républicain. Son retour au sein du GOP est marqué par des déclarations publiques et des apparitions qui signalent son alignement sur les valeurs conservatrices. Bien qu'il n'ait exercé aucune fonction politique, M. Trump est devenu une voix influente au sein du parti, commentant souvent les questions nationales et critiquant les politiques du président de l'époque, Barack Obama. En 2015, Donald Trump a de nouveau fait les gros titres en annonçant sa candidature à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle. Il a révélé qu'il allait autofinancer sa campagne. Cette promesse d'indépendance financière était une démarche stratégique visant à se distinguer des candidats traditionnels qui dépendent de grands donateurs et de comités d'action politique. Au début de sa campagne, Trump a apporté d'importantes contributions personnelles, injectant des millions de dollars dans l'effort. À la fin de l'année 25, il aurait dépensé plus de 10 millions de dollars de son propre argent, un chiffre qui ne cessera de croître au fil de la campagne. Cette approche d'autofinancement n'était pas seulement une question d'argent. C'était un message aux électeurs qu'il n'était pas redevable d'intérêt particulier. Les efforts initiaux de Trump en matière de collecte de fonds étaient tout aussi peu conventionnels. Plutôt que de s'appuyer sur les collecteurs de fonds habituels, sa campagne s'est concentrée sur les petits dons provenant d'une large base de sympathisants. Cette stratégie de proximité a été facilitée par une forte présence en ligne, tirant parti des plateformes de médias sociaux pour atteindre directement les donateurs potentiels. La stratégie numérique de la campagne a changé la donne, permettant à Donald Trump d'amasser un important trésor de guerre sans avoir recours aux événements traditionnels de collecte de fonds. La stratégie financière initiale de la campagne de M. Trump a donné le ton à ce qui allait devenir l'une des campagnes présidentielles les plus médiatisées de l'histoire. En associant sa richesse personnelle à des techniques innovantes de collecte de fonds, M. Trump a pu mener une campagne qui a défié les attentes et capté l'attention de la nation. À la fin des 26 élections, le géant de l'immobilier a dépensé 66 millions d'euros.
La S600 Guard est équipée d'un moteur V 12 biturbo de 6.20 litres, développant 530 chevaux. Malgré son armure lourde, la voiture peut accélérer jusqu'à 160 km/h en 7 secondes seulement, ce qui lui permet de s'enfuir rapidement si nécessaire. Le véhicule répond aux normes balistiques BR9, offrant une protection contre toutes les menaces, des armes à feu légères aux menaces plus sérieuses comme les grenades. Ses vitres pare-balles, son revêtement spécial en dessous et sa plaque d'acier de 2 pouces tout autour assurent une sécurité complète, ce qui en fait un choix idéal pour les besoins de transport de M. Trump. La Rolls-Royce Silver Cloud de 1950-66 et la Rolls-Royce Phantom Saloon de 25 ans. Ces véhicules incarnent l'allure intemporelle et l'opulence qui ont longtemps été associées à la marque Rolls-Royce, ce qui en fait des ajouts appropriés à la prestigieuse collection de M. Trump. La Rolls-Royce Silver Cloud de 1950-66 est un chef-d'œuvre vintage qui capture l'essence du luxe du milieu du XXe siècle. Produite entre 1955 et 1958, la Silver Cloud est réputée pour son design gracieux et sa qualité de fabrication supérieure. Sous le capot se trouve un moteur 6 cylindres en ligne de 4 points et 9 litres, capable de produire 155 chevaux à 4000 tours par minute. Si sa puissance peut sembler modeste au regard des normes actuelles,
la Silver Cloud était généreusement équipée pour l'époque, avec des freins hydrauliques, une direction assistée et même l'air conditionné, une rareté dans les années 50. Le design extérieur de la Silver Cloud témoigne de l'élégance de l'époque, avec ses lignes élancées et son allure majestueuse. Elle était même disponible en version décapotable, ce qui ajoutait une couche supplémentaire de sophistication à son profil déjà impressionnant. Pour M. Trump, posséder une Rolls-Royce Silver Cloud, ce n'est pas seulement posséder une voiture classique, c'est aussi s'approprier un morceau de l'histoire de l'automobile qui correspond à son goût pour le luxe intemporel. La valeur marchande actuelle de la Silver Cloud se situe entre 100 000 et 500 000 $, ce qui témoigne de son statut d'objet de collection très prisé. La vie de luxe de Donald Trump ne peut être sous-estimée, car il est issu d'une longue lignée d'hommes d'affaires fortunés. On peut dire sans risque de se tromper que son passé l'a bien préparé à sa vie présidentielle. Voilà qui vous ouvre les yeux sur le monde du luxe et de la richesse qui a défini l'héritage de Trump. Cliquez sur la carte suivante sur votre écran pour en savoir plus sur ce que le monde de la richesse a à offrir. Pour protéger une personne aussi importante que Donald Trump, il est indispensable de disposer du plus haut niveau de sécurité et de technologie. Il n'est donc pas surprenant que des millions soient dépensés pour assurer sa sécurité, qu'il s'agisse de surveillance avancée ou d'équipes de sécurité d'élite. Pourtant, même avec un prix aussi élevé, il y a eu par le passé des failles surprenantes qui ont rendu Donald Trump vulnérable. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et que fait-on aujourd'hui pour combler ces lacunes? Entrons dans le vif du sujet et voyons comment son équipe de sécurité est formée pour éviter que ces problèmes ne se reproduisent. Comment la sécurité de Trump le protège? Depuis que Donald Trump a repris ses fonctions de président, son équipe de sécurité a été considérablement renforcée. Aux côtés des agents du Secret Service chargés de le protéger, Donald Trump s'est adjoint les services d'un nouveau garde du corps personnel aux compétences impressionnantes et au CV à l'avenant. Ce garde du corps n'est pas simplement un autre homme en costume. Il est lui-même un ancien agent des services secrets, apportant une riche expérience et une formation spécialisée comprenant les arts martiaux, l'autodéfense et des tactiques avancées de neutralisation des menaces. Son rôle principal? Rester à proximité, anticiper les risques et protéger Trump de toute menace potentielle. À première vue, le travail du garde du corps semble simple. Protéger Trump à tout prix. Mais son travail va bien au-delà. Son expertise réside dans sa capacité à prédire les menaces avant qu'elles ne surviennent et à réagir instantanément aux scénarios les plus stressants. Contrairement à la protection plus large du Secret Service qui surveille un périmètre plus large, ce garde du corps opère avec précision, se concentrant sur la protection rapprochée où la rapidité et l'habileté comptent le plus. Son entraînement aux arts martiaux, Krav Maga et Jiu-Jitsu brésilien en particulier, n'est pas un détail. Ses compétences lui permettent de désarmer et de neutraliser des menaces potentielles de près sans avoir recours à des armes à feu. Cela est crucial dans les environnements bondés où le fait de décharger une arme peut mettre en danger des passants innocents. Au lieu de cela, il a maîtrisé des techniques qui lui permettent de maîtriser un agresseur rapidement et efficacement, protégeant ainsi Trump sans créer de chaos supplémentaire. Mais si ses aptitudes physiques sont impressionnantes, ce qui distingue vraiment ce garde du corps, c'est sa vigilance. Il n'est pas seulement une force réactive, il est constamment en alerte, surveillant son environnement, lisant le langage corporel des gens et recherchant tout ce qui semble déplacé. Chaque fois que Trump pénètre dans un espace public, qu'il s'agisse d'un rassemblement, d'une réunion ou d'un simple dîner, le garde du corps est en mode action, évaluant la pièce, analysant les points de sortie et surveillant de près chaque personne à portée de main. Son travail consiste à créer une bulle autour de Trump, une couche de sécurité invisible qui dissuade les menaces par sa simple présence et une planification minutieuse. Lorsqu'il s'agit d'apparitions publiques, le travail du garde du corps commence bien avant l'arrivée de M. Trump. Plusieurs jours à l'avance, il se coordonne avec les autorités locales, les équipes de sécurité et les agents du Secret Service pour s'assurer que le lieu est sécurisé. Ce processus implique une évaluation détaillée de la disposition du bâtiment, des points d'entrée et de sortie et de toute vulnérabilité potentielle. Il travaille également en étroite collaboration avec le personnel chargé de l'événement pour établir des périmètres de sécurité et contrôler les mouvements de foule, afin de s'assurer que le chemin de Trump est clair et sûr. Pour le garde du corps, chaque détail compte. Il sait où mène chaque porte, qui a accès aux zones restreintes et quelle zone pourrait offrir une visibilité ou un accès indésirable au président. Le contrôle des foules est un autre élément essentiel de son rôle. Dans les lieux publics, le garde du corps personnel de Trump est chargé de maintenir une distance de sécurité entre Trump et la foule, en gérant subtilement le flux de personnes afin que personne ne s'approche trop près. Cette zone tampon n'est pas remarquée par la plupart des gens, mais c'est un élément clé de sa stratégie. Elle permet au garde du corps de surveiller de près toutes les personnes se trouvant dans l'entourage de Trump
à la recherche de toute personne susceptible de représenter une menace ou d'essayer d'enfreindre la sécurité. Cette approche préventive consiste à gérer le risque discrètement et efficacement, sans attirer l'attention sur le processus de sécurité. Le travail du garde du corps ne s'arrête pas aux apparitions publiques. En fait, certains des éléments les plus importants de son travail se déroulent dans les coulisses, loin des caméras. Par exemple, il participe activement à la planification des itinéraires lors des déplacements de M. Trump. Lorsque M. Trump doit se déplacer, le garde du corps collabore avec les chauffeurs pour établir des itinéraires sûrs et des chemins alternatifs. Cette planification va de l'identification des problèmes de circulation potentiels à l'évitement des zones à risque. En cas d'urgence, ces itinéraires de secours peuvent faire toute la différence et permettre à M. Trump de se rendre rapidement et en toute sécurité à un autre endroit. Ce niveau de préparation garantit que les déplacements de M. Trump sont aussi sûrs et fluides que possible, quelle que soit la destination ou la situation. Dans sa vie privée, le garde du corps de Donald Trump poursuit sa mission de protection avec la même vigilance. Lorsque Trump se trouve dans l'une de ses résidences, le garde du corps se charge de gérer les points d'entrée, de superviser les systèmes de surveillance et de maintenir un contrôle strict sur les personnes qui ont accès à la propriété. Chaque membre du personnel, des cuisiniers aux agents d'entretien, fait l'objet d'un contrôle approfondi afin de s'assurer qu'il ne présente aucun risque. À l'intérieur des résidences de Trump, le travail du garde du corps consiste à sécuriser les informations sensibles. Il veille à protéger les détails de l'emploi du temps de M. Trump, ses projets de voyage et toute autre information confidentielle susceptible d'être utilisée par des adversaires. Les tentatives d'accès non autorisées à ces informations font l'objet d'une action rapide et décisive, renforçant ainsi un message clair. La protection de la vie privée est primordiale. Mais même un garde du corps très entraîné n'est efficace que dans la mesure où sa condition physique le lui permet. C'est pourquoi le garde du corps de Donald Trump reste en excellente forme physique et suit un programme d'entraînement et d'exercice rigoureux. Il ne s'agit pas d'une question d'esthétique, mais de préparation. Dans des situations très stressantes, il peut être amené à poursuivre un individu à pied, à mettre fin à une confrontation ou à gérer une altercation physique avec un minimum de temps pour réagir. Le maintien d'une condition physique optimale lui permet d'accomplir ses tâches rapidement et efficacement, en veillant à ce que ses délais de réaction et son endurance soient à la hauteur de son expertise tactique. Cet engagement en faveur de la condition physique est un élément clé de son efficacité globale et un atout majeur dans les moments où la force, la vitesse et l'agilité sont cruciales. L'expertise du garde du corps s'étend également à la préparation aux situations d'urgence, couvrant des scénarios bien au-delà des menaces de sécurité habituelles. Il est formé et préparé à répondre à des situations d'urgence telles que les incendies, les crises médicales et les perturbations soudaines. En cas d'évacuation d'urgence, il connaît les meilleurs itinéraires pour mettre Trump et les autres à l'abri. En cas d'urgence médicale, il est prêt à assurer la coordination avec les ambulanciers et les premiers intervenants afin que Trump reçoive des soins immédiats. Son approche globale de la sécurité signifie qu'il est prêt à tout, qu'il s'agisse d'une menace active ou d'une catastrophe naturelle. La capacité d'adaptation est une autre pierre angulaire de ses compétences. Le nouveau garde du corps de Donald Trump est capable de recalibrer sa stratégie de protection en fonction des différents environnements. Les événements publics, les rassemblements et les réunions privées présentent tous des risques spécifiques et le garde du corps adapte son approche en conséquence. Lors d'un grand rassemblement, il peut se concentrer sur le contrôle des points d'accès et scruter la foule à la recherche de menaces potentielles. Lors d'une réunion privée, il peut porter son attention sur les personnes présentes dans la pièce, surveiller leur langage corporel et rester discret tout en restant vigilant. Chaque environnement requiert un mélange unique de tactiques et il est capable de prendre des décisions rapides et d'adapter son approche à chaque scénario. Son rôle peut passer inaperçu aux yeux du public, mais son impact se fait sentir dans les environnements sécurisés qu'il crée, ce qui permet à M. Trump de se concentrer sur son rôle de président sans être distrait. Coût de la protection de Trump. Le coût de la protection du président élu Donald Trump dans le comté de Palm Beach augmente plus vite que prévu. Depuis sa victoire, le bureau du shérif du comté de Palm Beach a dépensé près de 200 000 $ par jour pour protéger M. Trump. Il ne s'agit pas seulement de quelques agents en attente, mais d'une opération à grande échelle qui fait appel à des adjoints, à des escortes de cortège et à une sécurité accrue autour de sa propriété de Mar-a-Lago. Le prix a doublé depuis septembre, laissant les contribuables et les fonctionnaires se demander qui va payer la facture et jusqu'à quel point le coût va augmenter. Le shérif Rick Bradshaw a expliqué que la sécurité autour de M. Trump était déjà à un niveau présidentiel, avant même qu'il n'entre officiellement à la Maison-Blanche. Cela signifie que si les agents du Secret Service assurent la protection principale, les forces de l'ordre local se chargent d'une grande partie du travail. Contrôle des foules, gestion des points d'accès et sécurisation des itinéraires de voyage de M. Trump.
Selon le shérif Bradshaw, le coût dépend du niveau de protection, une grande partie des dépenses quotidiennes étant consacrée aux heures supplémentaires du personnel. Lorsqu'il s'agit de protéger un personnage aussi important que M. Trump, il n'est pas possible de faire des économies. Le bureau du shérif, en partenariat avec les services secrets, doit prendre en compte toutes les menaces possibles. Il ne s'agit pas d'un service de sécurité ordinaire. Rien que cette année, 2 tentatives d'assassinat ont été signalées à l'encontre de M. Trump. Comme l'a dit le professeur David Thomas de la Florida Gulf Coast University, ancien officier de police et expert en matière de maintien de l'ordre, vous ne voulez pas que cela se produise sous votre surveillance. On comprend donc pourquoi les forces de l'ordre locales sont prêtes à dépenser davantage pour éviter toute faille dans la sécurité. Il ne s'agit pas seulement d'avoir plus de personnel sur le terrain. Chaque équipe a besoin d'un personnel spécialisé qui sait comment gérer les menaces, sécuriser de vastes zones et maintenir l'ordre dans des environnements imprévisibles. Ce type de formation n'est pas bon marché, d'autant plus que les adjoints accumulent les heures supplémentaires pour couvrir l'emploi du temps chargé de M. Trump. Le coût de 200 000 $ par jour n'est pas qu'une vague estimation. Il comprend les services spécifiques et la planification nécessaires à la protection de M. Trump. Le coût des heures supplémentaires des adjoints supplémentaires est de loin la dépense la plus importante et représente une grande partie de la facture quotidienne. La sécurité de Donald Trump exige un personnel plus nombreux. Des escortes de cortège aux gardes qui assurent une surveillance étroite à Mar-a-Lago. Il ne s'agit pas seulement d'heures de travail normales. De nombreux adjoints travaillent les uns à la suite des autres et chaque heure supplémentaire s'additionne rapidement. Chaque fois que M. Trump se déplace entre Mar-a-Lago et son terrain de golf, il y a un cortège qui implique une équipe de véhicules des forces de l'ordre. Le service d'incendie du comté de Palm Beach supporte également les coûts de ces cortèges, soit près de 43 000 $ de janvier à septembre. Chaque déplacement implique un plus grand nombre d'adjoints sur la route, chargés de sécuriser les intersections, de contrôler la circulation et de surveiller tout ce qui est inhabituel. Le maintien de la sécurité à Mar-a-Lago représente un autre coût important. Depuis l'élection de M. Trump, le domaine fait l'objet d'une surveillance constante. Des adjoints contrôlent les points d'entrée et de sortie, sécurisent dans le périmètre et gèrent l'accès du personnel et des visiteurs. Selon M. Bradshaw, la sécurité a également été renforcée au Trump International Golf Club, où M. Trump passe souvent son temps libre. La protection d'un président élu sur un terrain de golf public n'est pas une mince affaire, les adjoints étant postés autour du terrain et patrouillant dans les environs. La coordination de la sécurité d'un personnage aussi important que M. Trump n'est pas l'apanage d'une seule agence. Les responsables du comté de Palm Beach ont travaillé en étroite collaboration avec d'autres agences locales, y compris celles des villes voisines. La ville de Palm Beach, par exemple, aurait dépensé environ 3 600 $ par jour depuis juillet pour les mesures de sécurité liées à la présence de M. Trump. Ces coûts supplémentaires pèsent encore davantage sur les budgets locaux. Alors que M. Trump reprend ses fonctions à la Maison-Blanche, sa résidence de Floride, Mar-a-Lago, devrait recevoir la visite de dirigeants étrangers et d'autres invités de marque. Se préparer à recevoir ce type de visiteurs implique de renforcer la sécurité, d'augmenter le personnel et de mieux planifier pour que chaque visite se déroule sans accroc. À l'heure actuelle, toutes ces dépenses sont imputées au budget du comté. Cela signifie que les contribuables locaux doivent assumer le coût de 200 000 $ par jour. La maire du comté de Palm Beach, Maria Sachs, n'est pas ravie de cette situation et fait tout ce qu'elle peut pour obtenir un financement fédéral. Madame Sachs a envoyé des lettres au Congrès pour demander le remboursement des millions déjà dépensés depuis la victoire de M. Trump. Le shérif Bradshaw espère que le Congrès finira par couvrir les coûts, comme il l'a fait par le passé avec d'autres présidents élus. M. Bradshaw explique qu'une fois qu'il aura pris ses fonctions, le Congrès adoptera un projet de loi de finances qui englobera la sécurité du président et nous serons remboursés intégralement pour tout ce que nous aurons déployé. En d'autres termes, si les contribuables du comté de Palm Beach paient actuellement le prix, le bureau du shérif s'attend à ce que l'aide fédérale se concrétise à l'avenir. Les services secrets assurent une grande partie de la sécurité de Donald Trump, mais leur rôle est principalement axé sur la protection personnelle. Ils s'occupent de la sécurité immédiate de M. Trump, notamment en le protégeant directement et en surveillant les interactions avec ses proches. En revanche, pour les mesures de sécurité plus générales telles que les cortèges, la sécurisation de ses résidences et la gestion de l'accès du public, ce sont des agences locales comme le bureau du shérif du comté de Palm Beach qui prennent la direction des opérations. Cette répartition des tâches signifie que, même si M. Trump dispose d'une équipe dédiée des services secrets, le comté supporte des coûts importants pour assurer la sécurité de la région. La protection de Donald Trump est indéniablement coûteuse, mais le comté de Palm Beach n'est pas le seul à ressentir la pression financière liée à la sécurité présidentielle. Chaque fois qu'une personne aussi en vue que le président élu passe beaucoup de temps dans une région, les collectivités locales doivent faire face à une augmentation des coûts de sécurité.
Au cours du précédent mandat de M. Trump, d'autres villes ont dû faire face à des dépenses similaires. Par exemple, la police de New York a estimé qu'elle dépensait près de 500 000 dollars par jour pour la sécurité lorsque M. Trump était en ville, en grande partie à cause de ses fréquents séjours à la Trump Tower. Ce qui change maintenant, c'est que Mar-a-Lago devrait devenir la résidence principale de Trump. Cela promet des coûts encore plus élevés, en particulier si Mar-a-Lago devient un point de rencontre pour les dignitaires étrangers, les fonctionnaires et d'autres VIP. Avec chaque visiteur de haut niveau, la sécurité doit être renforcée, ce qui pourrait faire grimper les coûts quotidiens au-delà des 200 000 dollars actuels. Malgré les coûts élevés, les autorités locales continuent de demander l'aide du gouvernement fédéral. Le maire Sachs devrait envoyer une nouvelle lettre au Congrès, dans l'espoir d'accélérer le processus de remboursement. M. Bradshaw est convaincu que l'aide fédérale viendra, mais en attendant, le comté de Palm Beach continuera à supporter la charge financière. Alors que Donald Trump s'apprête à retourner à Washington, sa présence dans le comté de Palm Beach devrait rester importante, voire augmenter, car il doit concilier ses responsabilités et son temps personnel à Mar-a-Lago. Pour le comté, cela signifie des dépenses permanentes, qui pourraient même augmenter dans les mois à venir. Les autorités de Palm Beach se préparent à l'éventualité de visites régulières de dirigeants étrangers et d'autres responsables, ce qui impliquerait encore plus de sécurité, de planification et de coordination.
Les failles passées dans la sécurité de Trump. Les failles de sécurité antérieures impliquant Donald Trump dressent un tableau des incidents évités de justesse, des signaux manqués et des oublis critiques qui ont ébranlé même la confiance des services secrets. Ces incidents, survenus lors de rassemblements ou dans des lieux privés, révèlent des failles de sécurité qui ont laissé des espaces libres pour des menaces potentielles. L'un des incidents les plus récents et les plus troublants s'est produit à Butler, en Pennsylvanie. Un tireur a accédé à un toit situé à moins de 500 pieds de la scène où Trump s'adressait à la foule. L'erreur de sécurité était flagrante. Personne n'avait correctement sécurisé le bâtiment de l'American Glass Research, qui offrait pourtant une vue dégagée sur M. Trump. Le tireur a eu amplement le temps de se mettre en position, une situation qui aurait pu être évitée si ce toit avait été traité comme une menace en hauteur. C'est important parce qu'un toit à portée de tir n'est pas seulement un atout pour la sécurité, c'est un élément essentiel. Les bâtiments à portée de vue potentielle doivent faire l'objet d'une surveillance stricte. Selon un analyste de CNN, l'emplacement du bâtiment aurait dû signaler la nécessité d'une sécurité renforcée, par exemple par la présence de gardes ou d'une surveillance. Au lieu de cela, cet oubli a permis aux tireurs d'ouvrir le feu. Malgré des efforts considérables de planification et de coordination, les forces de l'ordre local et les services secrets ont éprouvé des difficultés à aligner leur rôle. Lors du rassemblement de Butler, par exemple, la police locale s'est vue confier des tâches dans le périmètre extérieur, notamment la surveillance du bâtiment de l'American Glass Research. Pourtant, la ligne de démarcation entre les responsabilités fédérales et locales était floue. Les agents locaux ont repéré le tireur et ont même tenté de l'atteindre. Mais ils ont été gênés par la confusion des compétences et l'absence d'un protocole de communication commun avec les services non secrets. Il ne s'agissait pas seulement d'un faux pas ponctuel. Des problèmes similaires ont été signalés lors d'autres événements liés à la sécurité où des définitions floues des rôles ont permis à des menaces potentielles de passer entre les mailles du filet. Le résultat a été un manque inquiétant d'action immédiate alors que le temps était compté. Les lacunes en matière de sécurité ne se limitent pas à un manque de présence physique. Lors du même rassemblement en Pennsylvanie, les équipes de sécurité avaient remarqué une silhouette suspecte près des magnétomètres plus tôt dans la journée. L'individu avait eu un comportement étrange, mais après une brève enquête, les forces de l'ordre local se sont contentées de transmettre par radio un avertissement. Gardez un œil sur lui. Cette vague directive n'a cependant pas permis de retrouver l'individu qui est ensuite devenu le tireur. Lorsque les autorités ont pris conscience de la menace qu'il représentait, il était trop tard. Les équipes de sécurité n'ont pas agi assez rapidement pour vérifier où il se trouvait. Le retard pris pour le retrouver, combiné à la facilité avec laquelle il a accédé au toit, indique une défaillance dans les protocoles de communication et d'action immédiate. Dans de nombreux cas, la confusion sur la manière de mettre en œuvre les stratégies de surveillance a contribué aux failles de sécurité. Par exemple, lors du rassemblement de Butler, des tireurs d'élite de l'unité locale des services d'urgence du comté de Butler étaient postés au deuxième étage d'un complexe voisin et surveillaient la foule plutôt que le toit où le tireur s'est finalement positionné. Les officiers n'avaient pas reçu l'ordre de couvrir les menaces potentielles en hauteur, ce qui signifie que lorsque le tireur a pris place sur le toit, il est passé inaperçu. Cette situation soulève une question essentielle. Pourquoi n'a-t-on pas donné la priorité à la surveillance du sol? L'approche des services secrets s'est concentrée sur la surveillance des foules, ce qui les a rendus vulnérables aux menaces venant d'en haut. En l'absence d'une définition claire des rôles et des responsabilités en matière de surveillance, les zones en hauteur n'ont pas été contrôlées, ce qui a exposé Trump à des menaces potentielles. Suite à la fusillade en Pennsylvanie, il y a eu un cas notable d'accusation entre les services secrets et les agences de police locales. Dans un premier temps, la directrice des services secrets, Kimberly Cheatle, a fait porter la responsabilité de la surveillance du périmètre extérieur, qui comprenait le bâtiment utilisé par le tireur, sur les forces de l'ordre local. Cependant, Mme Cheatle a reconnu par la suite qu'en tant qu'autorité suprême en matière de sécurité de M. Trump, les services secrets auraient dû veiller à ce que les mesures de protection nécessaires soient mises en place. Ce va-et-vient a mis en évidence un problème plus profond dans la chaîne de commandement et de responsabilité. Dans les scénarios où les préoccupations en matière de sécurité sont partagées entre plusieurs agences, les limites de la responsabilité devraient être clairement définies. Dans ce cas, cependant, la répartition floue des tâches a conduit à négliger une vulnérabilité critique. 2 mois plus tard, une autre violation très médiatisée s'est produite à l'extérieur du centre de villégiature de Trump, Mar-a-Lago, à Palm Beach, en Floride. Un homme armé a été découvert dans des arbustes à quelques centaines de mètres de M. Trump. Cet incident a suscité de nouvelles inquiétudes quant aux lacunes en matière de sécurité périmétrique et de détection proactive des menaces. L'homme armé avait placé un fusil à portée de main de M. Trump, qui se détendait à ce moment-là sur le terrain de golf.
Les forces de l'ordre local n'ont détecté le canon du fusil dépassant des arbustes qu'après une patrouille de sécurité. Cet événement souligne la nécessité d'effectuer des contrôles approfondis du périmètre, en particulier dans les propriétés tentaculaires au paysage complexe. Des patrouilles plus fréquentes et une surveillance basée sur la technologie auraient pu permettre d'identifier l'individu plus tôt, ce qui aurait peut-être permis d'éviter un autre accident évité de justesse. Des témoins et des participants à des rassemblements ont parfois repéré des menaces potentielles avant les forces de l'ordre ou les équipes de sécurité. Lors du rassemblement en Pennsylvanie, des personnes présentes dans la foule ont remarqué le tireur sur le toit près de 2 minutes avant qu'il ne commence à tirer. Pourtant, lorsqu'ils ont essayé d'alerter les agents à proximité, les forces de l'ordre n'ont pas pu localiser l'individu assez rapidement pour empêcher les coups de feu. Ce scénario montre comment le public peut jouer un rôle crucial dans l'identification des risques pour la sécurité. Toutefois, en l'absence de moyens efficaces pour signaler ces soupçons rapidement et directement, ces informations précieuses peuvent être perdues ou retardées, comme ce fut le cas dans cette affaire. L'un des problèmes récurrents de ces incidents est le recours à des méthodes traditionnelles plutôt qu'à des technologies innovantes. Bien que les services secrets disposent d'équipements sophistiqués, ils n'ont pas toujours mis en œuvre des technologies de surveillance aérienne, telles que des drones ou des caméras spécialisées, lors d'événements organisés pour des personnes à haut risque comme M. Trump. Après l'incident survenu en Pennsylvanie, une étude indépendante a demandé que la technologie de surveillance aérienne soit obligatoire lors de tous les futurs rassemblements. En incorporant ces outils avancés, les équipes de sécurité peuvent rapidement détecter des activités inhabituelles à partir de positions élevées qui sont autrement difficiles à surveiller manuellement. Bien que les services secrets se soient depuis engagés à explorer cette option, la lenteur avec laquelle ils adoptent ces technologies constitue une vulnérabilité. Le plus révélateur est peut-être qu'un récent rapport interne a mis l'accent sur des problèmes systémiques ou culturels au sein des services secrets. Le rapport fait état d'un manque d'esprit critique et d'une atmosphère dans laquelle les agents hésitent à s'exprimer sur les problèmes de sécurité. Ces attitudes peuvent conduire à une certaine complaisance qui, dans des situations à fort enjeu, peut empêcher les agents d'identifier des risques potentiels. Le rapport a finalement recommandé un remaniement de la direction afin d'instiller une culture plus proactive et plus ouverte au sein de l'agence. Ces incidents soulignent la nécessité d'adopter des stratégies de sécurité rigoureuses qui ne négligent aucune piste. Lorsque les agences de sécurité, les forces de l'ordre locales et les organisateurs d'événements publics ne parviennent pas à communiquer et à se coordonner efficacement, il en résulte une approche disparate qui permet aux menaces de se faufiler. Le resserrement des protocoles de surveillance, la priorité donnée à la couverture du terrain, l'utilisation de technologies innovantes et la promotion d'une culture de gestion proactive des risques sont des mesures que le Secret Service doit prendre au sérieux. Chaque événement a mis en lumière les lacunes de la stratégie de protection, ce qui a incité l'ensemble de l'agence à se réformer. Avec une structure de commandement mieux définie et un recours accru à la surveillance moderne, les futurs rassemblements et apparitions peuvent être rendus beaucoup plus sûrs pour Trump et d'autres personnes occupant des postes de premier plan. C'est tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si vous appréciez notre contenu, nos dernières vidéos sont à portée de clic.